Aujourd'hui, on se retrouve à Paris et on va aller voir une personne très spéciale. Donc c'est Basile qui est chasseur, mais pas n'importe quel chasseur. Et on va aller voir ça tout de suite, alors venez avec moi. Salut. Salut, ça va Basile? À toi. Ça va. Bienvenue. Merci. Je vous laisse m'installer. Donc merci Basile de nous accueillir ici. D'ailleurs tu vas nous expliquer pourquoi tu nous as accueillis justement dans cet endroit qui est assez ouf, je trouve. Pourquoi? Déjà, de rien, merci à vous d'être venus de si loin. Je vous ai accueilli ici parce que c'est un peu l'occasion qui fait le larron, parce que alors, on est ici dans un futur lieu de dégustation de vin. On pourra aussi y manger et voir des petites expositions au mur. Donc on est sur ce projet-là avec des amis qui ont récupéré cet endroit à Paris. Et l'intérêt, c'est justement d'offrir un lieu un peu, pas forcément gigantesque, mais voilà, convivial, autour duquel on peut échanger, voir des différentes expos photos, voilà, avec une ambiance un peu, voilà, un petit peu vintage, un petit peu, voilà, avec du mobilier bien particulier. Et l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir découvrir un petit peu la photo en se faisant faire à manger par le cuisinier qui sera juste derrière moi, et avec évidemment un bon verre de rouge ou de blanc, c'est selon. Voilà, le lieu, pourquoi bientôt prévu, l'ouverture est prévue pour très très bientôt, on est rue Saint-Maur, et pour la suite, vous verrez ça plus tard. D'accord. Donc tout à l'heure on disait que tu étais chasseur. Mais Chasseur. Tu es chasseur de quoi exactement? Chasseur, je suis chasseur d'orage. Bon, parfois c'est l'inverse, parfois c'est plutôt l'orage qui me chasse. Je suis chasseur d'orage, ça fait un peu chaussette de l'archiduchesse, c'est très compliqué à prononcer. Chasseur d'orage parce que je suis passionné par la météo, par le climat et par le monde de l'image. C'est-à-dire que tout ce qui est photo et vidéo est venu, les deux passions sont télescopées. Et depuis 8 ans maintenant, voilà, dès qu'il y a un temps un peu fort, un peu violent qui est annoncé, que ce soit en France ou même outre-Atlantique aux États-Unis, je pars sur les routes à la poursuite de phénomènes météorologiques intenses pour les documenter, pour les prendre en photo, pour les prendre en vidéo et pour les vivre aussi, donc pour amener un témoignage des événements météo. D'accord. Donc tu nous disais 8 ans, mais peux-tu nous expliquer en fait tout ton parcours que tu as fait jusqu'à maintenant? À quel âge tu as commencé à faire de la photographie et comment ça t'est venu justement cette histoire de rencontre entre la photo et la météo, l'orage? Tes deux passions. Que ce soit l'image et la passion pour la météo, pour le climat, de toute façon ça a commencé très tôt. Je pense de toute façon pour pas mal de passionnés, que ce soit des passionnés de modélisme, d'aviation, etc. Plein de domaines, plein de secteurs. En général, je pense que c'est la passion commence toujours très tôt. C'est des souvenirs d'enfance, voilà, on est à tel endroit, j'ai eu l'occasion de vivre ça quand j'étais tout petit. Donc moi en l'occurrence c'est ça, c'est des souvenirs de nuit en vacances dans le sud-ouest, une nuit d'orage super impressionnante qui ont laissé des souvenirs forcément, qui ont ressurgi plus tard avec la passion de la photo que j'avais aussi depuis tout petit. Et quand j'ai eu le matériel et la maturité nécessaire pour faire des photos d'orage, je m'y suis mis. C'était en 2007-2008 où j'ai commencé vraiment à faire ça. Et puis depuis, tous les ans, j'attends le printemps, l'été pour chasser les orages en France. Et depuis 2012 aux États-Unis tous les ans, tous les printemps. Et du coup, je n'ai pas de formation ni scientifique, ni photographique en particulier. J'ai tout fait, je fais tout par passion, tout simplement. Donc j'ai appris, que ce soit photo, vidéo ou météo, par lecture d'ouvrages, conseils. Je me suis renseigné sur le sujet et puis après j'ai pratiqué. D'accord. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait photographier un orage? Quel conseil? Avant tout, c'est évidemment de s'intéresser au côté photo. Je pense que quelqu'un qui est dans la démarche de faire une photo de quoi que ce soit, ou même vidéo, il est déjà dans une démarche de capture d'image, donc il est passionné par le monde du graphisme, ou du dessin, ou de la photo, donc il a quand même une approche visuelle de la chose. Mais peut-être pas forcément du phénomène en tant que tel. Je vous conseille de s'intéresser vraiment au phénomène orageux et d'essayer de le comprendre, de comprendre pourquoi il se forme,
éventuellement d'essayer de le prévoir, d'aller un petit peu plus loin que les bulletins météo nationaux, de s'intéresser voilà, à la phénoménologie dans son ensemble. Déjà, ça sera plus, ça lui permettra de faire les photos d'orage dans de meilleures conditions de sécurité et de comprendre le phénomène, donc essayer de mieux prévoir, de mieux l'appréhender et d'avoir de meilleures chances d'être dans le succès pour la photo de foudre. D'accord. Quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté? En général, dans ce type de photo, il y a aussi pas mal de chance. Hein. La fierté peut être voilà, mixée avec un gros coup de chance. En l'occurrence, il y a une photo du 8 qui est récente, hein, qui faisait la clôture en fait, du voyage de cette année aux États-Unis, donc le 8 juin 2015. Une photo faite au Nouveau-Mexique où il y avait un orage au-dessus des plaines semi-arides du Nouveau-Mexique, c'était près de la ville de Tucumcari. Et voilà, il y avait cet orage-là qui balançait plein de coups de foudre extrêmement ramifiés en air sec, dans la plaine qui s'étendait à perte de vue. Et il y a cet éclair qui est tombé exactement dans la continuité de la route, parfaitement centré, avec une perspective vraiment idéale. Et c'était vraiment voilà, c'était un coup de chance, un hasard, aussi une fois, parce qu'on y a cru à cet orage, on s'est déplacé vers cet orage, on s'est placé là en espérant que ça arrive, mais même dans nos rêves les plus fous, parce que du coup j'étais pas tout seul, on était une équipe, on pensait pas qu'il y aurait voilà, l'éclair est très imprévisible, il peut tomber à droite, à gauche, au milieu, enfin, c'est vrai que ça s'est idéalement passé pour cette photo-là. Donc ça c'est une grosse, plus qu'une fierté, c'est vraiment une grosse satisfaction. D'accord. Quelle a été la plus grosse frayeur que tu as pu avoir un jour pendant une session en Amérique ou n'importe où ailleurs? Oula, il y a du choix. Alors, la plus grosse frayeur, je dirais qu'on peut penser que, bon, chasseur de tornades, etc., ça va être la tornade, forcément, l'espèce de tube qui descend du ciel avec des vents extrêmement violents. Mais en fait, la frayeur, il y a eu deux événements, si je pouvais en citer que deux. Il y aurait l'événement, un événement lié à la grêle et un événement lié à la foudre. Donc un événement lié à la grêle en France, c'était en 2014. Je revenais le jour même d'un mois de voyage aux États-Unis, puis j'ai été confronté à des grêlons vraiment énormes, de la taille de pamplemousse, qui ont complètement ruiné ma voiture. Enfin, j'avais plus de vitres, j'avais plus rien. Et puis alors, le bruit que ça fait quand ça arrive sur la carrosserie, c'est vraiment quelque chose de particulièrement impressionnant. Donc ça, c'était en France. Et j'avais passé un mois aux États-Unis avec mon équipe et on n'avait pas rencontré de phénomène comme ça. Et c'est le jour où on rentre en France que voilà qu'on a ça. C'était vraiment assez, c'était paradoxal. Et en frayeur aussi par rapport à la foudre. Cette année, il y a eu un coup de foudre qui est tombé à 10 mètres en fait. Donc, qui est tombé à 10 mètres dans un fracas absolument extraordinaire. Et on pensait que le risque était vraiment terminé pour la journée. Hein. L'orage était moribond, on commençait à se casser la gueule, il y avait vaguement quelques flashs, il s'éloignait en plus. On était en train de ranger le bateau, on était en train de partir. Puis alors d'un coup, parce qu'on a eu un éclair, ce qu'on appelle des éclairs extra-nuageux, des éclairs qui sortent du sommet du nuage et qui vont frapper à un endroit qui est situé hors de la zone de foudroiement. Parce qu'on a l'orage, voilà, la zone de l'orage où il pleut, où il y a des précipitations, et puis la zone d'alimentation de l'orage en air chaud, où on a un foudroiement qui peut être assez intense. Et les éclairs extra-nuageux sortent vraiment de cette zone d'influence directe de l'orage pour aller frapper à un endroit où le temps a plutôt l'air de devenir plus clément, de s'éclaircir. Donc ça c'est un peu le côté vraiment le danger de ces éclairs-là. Donc là en l'occurrence qui nous a vraiment surpris, on était avec mon très bon ami Bruno ensemble en train de ranger notre matos et là on s'en rappellera vraiment très longtemps je pense. Peux-tu faire un petit point sur ton matériel? Est-ce que tu conseilles pour bien débuter? Ce que je conseille pour bien débuter, quand on va faire de la photo d'orage, pour la photo de jour, de toute façon, un boîtier, un grand angle déjà, parce qu'en général les structures orageuses, quand on commence à s'en approcher un peu, ça devient vite très imposant, donc il faut quand même un optique grand angle pour capturer l'orage dans son ensemble. Donc ça c'est vraiment pour la photo d'orage dans tout ce que ça peut englober. Pour la photo de nuit, trépied indispensable, ça c'est juste nécessaire à mort pour pouvoir faire des poses assez longues. Après,
il y a plein de matériel différents. Chaque chasseur d'orage peut être équipé voilà, d'un certain matos, aura des focales fixes assez lumineuses, ou alors on a d'autres chasseurs qui préféreront avoir des optiques peut-être moins qui piquent moins dynamiques, mais plus polyvalentes. Ça varie aussi. D'accord. Je suppose que pour pouvoir être aussi près d'une tornade ou de la foudre, il faut avoir une logistique fiable et efficace. Comment t'organises-tu? Comment est-ce que je m'organise, ou comment est-ce qu'on s'organise? Parce qu'aux États-Unis, souvent d'ailleurs, vous êtes plusieurs. Toujours à plusieurs, pour justement se déléguer, parce qu'on fait beaucoup de routes. On fait beaucoup de routes, donc déjà on se relaie au volant, il y a toujours quelqu'un qui est sur la prévie, donc avec l'ordinateur de bord, qui gère un petit peu la prévision pour ce qui est à venir et en temps réel, l'analyse du temps en temps réel. Et puis moi en l'occurrence je fais un petit peu de conduite, mais je n'étais pas le conducteur principal. Un peu d'analyse aussi météo, et puis beaucoup d'images. C'est ça en fait, on a tous une tâche qui nous est... on se désigne une tâche, en fait. On désigne à chacun, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ce qui est important, c'est de garder vraiment un œil sur les prévisions et aussi sur tout ce qui se passe en temps réel. De vraiment garder un œil sur le ciel, de faire des points régulièrement pour voir un petit peu, puisqu'on est en présence de phénomènes qui bougent très vite. L'orage, c'est vraiment quelque chose qui peut apparaître très rapidement, qui va évoluer très rapidement. Donc si on ne veut pas se laisser dépasser par les événements, il faut vraiment avoir un œil attentif sur la situation et son évolution, et on pourra s'aider justement sur certains sites internet proposent justement des outils d'analyse du temps en temps réel, voilà, pour permettre en gros d'avoir accès à des images satellites, à des paramètres de température, de pression, du zonage exact des précipitations, de manière à se placer et puis à être idéalement placé pour observer l'orage du bon côté de la flotte, là où voilà, et pour pouvoir faire le cliché en conséquence. Ouais. D'accord. Et après avec le cliché, forcément tu passes en post-traitement sur l'ordinateur, tu vas faire quelque chose ou tu laisses Oui, en général il peut y avoir du post-traitement, mais surtout pour les photos de nuit, il y a quelque chose qui est assez intéressant en post-traitement, c'est de pouvoir éclaircir l'avant-plan, parce que souvent, comme on fait pas mal de photos en milieu rural, si on peut dire ça comme ça, du coup il y a très peu de lumière, pour éclairer l'avant-plan, et c'est bien aussi de savoir, de voir un peu où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, et de déboucher un peu les tons très sombres. Ça c'est ce que je fais pas mal. Après quand un éclair tombe un peu trop près, qu'il est un peu cramé, un peu saturé, on va essayer de le désaturer un peu. Quand la photo est sous-exposée, on va essayer de... Parce que ce qui est difficile dans la photo d'orage, c'est de gérer aussi de gérer l'ouverture. Parce que selon la puissance des éclairs et selon la distance à laquelle ils tombent, pour avoir un éclair qui va être une photo complètement blanche parce qu'on aura trop couvert le diaph, ou avec le même réglage avant on aura un éclair qui va être complètement sous-axe parce qu'il est un peu plus loin, parce qu'il est moins puissant. Donc c'est là que ça peut être intéressant de jouer un peu sur la production et la post-prod pour avoir une photo qui est intéressante après quoi. Tu m'as dit que tu avais une GoPro quand je t'avais contacté la fois là. Ouais. Donc comment tu t'en sers sur le terrain, et est-ce que c'est possible de photographier du coup un éclair avec une GoPro? Parce que nous les utilisateurs, c'est principalement des gens qui ont des GoPro. Et du coup, est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec? Photographier, je dirais non. Évidemment, on peut faire après des captures d'écran, donc ça c'est encore autre chose. La GoPro, moi je m'en sers vraiment comme un élément immersif. C'est-à-dire qu'en road trip. Voilà, c'est ça. Dans 90% des cas, je vais m'en servir aux États-Unis parce qu'on pourra la caler sur le capot avec des systèmes de ventouses, d'accroche divers et variés, pour avoir justement pour faire des timelapses sur la route, des kilomètres et des kilomètres qu'on fait, de différentes différentes situations parfois un peu dégradées qu'on peut rencontrer et où le boîtier serait en position de sensibilité. Donc c'est vrai que la GoPro c'est idéal pour des prises de vue vraiment immersives et dans des conditions très délicates. Et d'ailleurs j'ai une GoPro quand on a fait les frais pour en revenir justement à ce souvenir de cette anecdote de grêle en France. J'avais mis une ventouse sur le toit de ma voiture avec une GoPro, c'était numéro 3 je crois à l'époque, et je me la suis fait complètement exploser par un grêlon. En fait elle a été éclatée, vraiment, je ne pouvais rien en faire, je n'ai pas pu récupérer la carte. Pour vous montrer un peu la puissance des blocs de glace, et c'était en France, hein, donc pas besoin d'aller aussi loin pour rencontrer des phénomènes de genre là quoi.
Mais la GoPro, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant pour faire des plans vraiment très immersifs, au plus près des éléments, quand on essaie vraiment d'approcher le phénomène et qu'on a les mains ailleurs, d'ailleurs, qu'on a les mains sur le volant, on est sur l'ordi, à savoir, voilà, il faut se placer là, je vais analyser les situations. La GoPro, elle est calée sur le capot, et puis voilà, on se balade. Ça, c'est vraiment intéressant justement pour les scènes au cœur de l'action. D'accord. Mais t'as déjà fait des photos avec d'orage? Non, parce que t'avais ton J'en ai boîtier. pas eu utilité parce que du coup, moi, avec avec ce que je recherche, vu que je travaille beaucoup en pause longue déjà, je travaille avec. J'ai vraiment besoin de beaucoup jouer avec le diaph. Et pour faire C'est des grandes pas photos. vraiment adapté, moi, c'est vrai. GoPro, c'est vraiment 100% de prise de vue immersive, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, ça te permet aussi de faire des tirages comme celui-ci. Oui, bah justement, là, c'est des tirages. Alors ici, on avait fait un tirage du premier voyage en 2012 dans le Montana. Donc un orage vraiment assez impressionnant. D'ailleurs, en l'occurrence, j'en parlais tout à l'heure, les éclairs extra-nuageux. Donc là, on voit clairement la pluie sous l'orage et l'éclair qui sort, qui va taper devant l'orage. Donc c'est des éclairs qui sont assez surprenants. Ça, c'était une image du Colorado en 2012. Et là-bas, une image du Nouveau-Mexique plus récente, 2014. Ah ouais. Et ça, donc, c'est des photos qui sont faites avec le Canon, quoi. Du coup, je suis équipé en Mark III. Puis, comme là aussi, j'en parlais tout à l'heure, un grand angle évidemment, un 16-35, un 14. 2-3 fixes aussi, un 35 et un 50 pour des orages un peu plus éloignés, quand on va avoir des photos vraiment qui piquent pas mal, bien lumineuses, avec parfois de mettre en valeur aussi des étoiles, un orage isolé, en clair de lune. Enfin, il y a des possibilités vraiment infinies au niveau de la photo d'orage. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas un seul orage qui va ressembler au suivant. Alors ça reste le même phénomène, hein. C'est un nuage, il pleut, il y a des éclairs, mais voilà, aucun orage ne va ressembler à celui qu'on va rencontrer le lendemain ou la veille. Et le contexte aussi, le paysage. C'est pour ça que c'est pas rébarbatif, quoi, comme pratique. Moi, vraiment, j'adore. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu serais prêt à nous emmener avec toi, voir les orages, comment tu photographies, etc. J'aurais peur que vous m'abandonniez. À la première journée, vous auriez trop peur. Non, si vous me signez une décharge, ça va, je vous emmène. Non, mais c'est avec plaisir. Si vous êtes pareil, si vous êtes prêt à faire 20 000 km en un mois, à vivre les événements météorologiques les plus forts, les plus intenses de la planète, avec tout ce que ça implique, si vous êtes prêt à subir l'assaut des grêlons, et si vos GoPros sont prêtes aussi. Pas de soucis, ils sont prêtes. On part quand vous voulez. D'accord. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. En attendant, vous pouvez tous retrouver les images en dessous. On vous mettra quelques petites images qu'il a photographiées. Vous allez voir que c'est juste magnifique. Et puis on se retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être d'autres interviews et peut-être sur le terrain. Et on va aller voir peut-être des orages aussi avec Basile. Donc merci à toi Basile. Je vous emmènerai aux États-Unis, mais avant ça, je pourrais vous emmener en France. D'accord, pas de soucis. Allez, à bientôt, merci. Salut.